Très bien, ça marche. Voilà, merci de reprendre place. Nous allons reprendre le cours des exposés. Merci de vous asseoir. Nous avons donc déjà vu 5 projets et nous allons rattaquer sur le sixième exemple d'innovation d'entreprise qui va mêler les technologies et qui montre encore une fois la dynamique des projets soutenus, parrainés par Medicine, par le pôle Medicine. Pour reprendre, c'est le projet... Alors, juste avant de le dire, parce que je vois que le nom de la société qui est magnifique, qui s'appelle Genius, pour ceux qui n'auraient pas, ce qui m'étonnerait beaucoup, consulté leur mobile, je voulais juste signaler que nous avions un nouveau prix Nobel français aujourd'hui. Prix Nobel... Ah ben alors c'est bien, alors je vous l'apprends. Prix Nobel de chimie, monsieur Jean-Pierre Sauvage, qui est un chercheur éminent du CNRS, qui a quitté, pour raison d'âge, il y a 2 ans le CNRS, mais qui donne en ce moment même où nous parlons une conférence de presse par visioconférence pour son prix Nobel de chimie. Ne me demandez pas pourquoi, parce que évidemment c'est un tout petit peu compliqué. Voilà, donc non. Et puis ils ne mettent même plus les détails maintenant, juste la conférence de presse. Donc on revient à d'autres génies, avec le projet donc Reminway de Genius, Pierre Foulon. Et vous allez nous parler de jeux vidéo thérapeutiques pilotés par imagerie motrice et les mouvements imaginaires. 6 minutes pour vous découvrir. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Pierre Foulon. Je dirige le numérique, la santé et la R&D du groupe Genius. Et je dirige également un laboratoire de recherche à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière qui est basé à la Pitié-Salpêtrière. C'est un laboratoire qui est spécialisé dans la digitalisation de la santé. J'essaye de lancer mon diapo, mais je n'y arrive pas. Alors, mais je pense que le diapo n'est pas encore monté. Est-ce qu'on pourrait avoir la présentation de Genius et Pierre Foulon? Est-ce qu'elle est... Ah ben oui, mais il y a le nom, mais est-ce qu'on a la suite? Voilà. Donc, le projet Reminari, c'est un projet qui est labellisé par le pôle Medicine et co-labellisé par le pôle Cap Digital et qui est lauréat du FUI 21 avec un financement de la région Île-de-France et de BPI France. Le groupe Genius est porteur du projet et un consortium qui est composé de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, de l'APHP, de l'INRIA et de Mencia Technologies. C'est un projet qui est basé sur ce qu'on appelle l'imagerie motrice, ou plus précisément, si je schématise un peu, c'est les mouvements imaginaires. C'est quand vous ne pouvez pas faire un mouvement, mais vous imaginez le faire. Hein, donc il y a si vous voulez, toute l'action neurologique qui se met en place, il n'y a pas la finalité musculaire. Pour cela, on utilise un casque, hein, c'est la technologie Mencia, un casque qu'on met sur la tête, et on demande aux patients de penser quelque chose. On va récupérer ça et ça va faire agir un avatar. On utilise beaucoup, nous, les jeux vidéo, et ce qu'on appelle les jeux vidéo thérapeutiques. Avec un jeu vidéo, on arrive à solliciter un patient sur les aspects physiques, sur les aspects cognitifs, sur les aspects comportementaux et sur aussi tous les aspects émotionnels. On appelle ça les jeux sérieux. C'est très sérieux, hein, parce que je vous dis qu'on est basé, les recherches se font principalement à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. On a déjà travaillé sur la sollicitation des patients qui ont la maladie d'Alzheimer. On arrive à des résultats très intéressants qui viennent d'être publiés au Journal of Alzheimer's Disease, sur lesquels on démontre qu'on arrive à faire de l'amélioration physique et de l'amélioration des comportements et l'amélioration de la mémoire. Hein, vous pouvez aller voir ça en ligne. On a une expérimentation clinique en cours sur les troubles de la marche et de l'équilibre, avec justement sur la maladie de Parkinson, où on va annoncer des résultats d'amélioration du freezing, hein, ce qui déclenche les chutes. On réduit cette phase-là de 47%. Vous voyez, donc c'est quand même assez important. Là, c'est une autre thématique, hein, où il faut imaginer quelqu'un qui ne peut pas bouger, qui va faire, on va le solliciter à travers un processus ludique et on va lui demander d'imaginer ses actions. On va faire 2 expérimentations cliniques pour mesurer ces effets-là. Hein, quand je parle de jeux vidéothérapeutique, ça veut dire qu'il y a à la fin toujours une mesure d'efficacité clinique. Ces mesures vont être sur une première population qui est purement neurologique. C'est une population, une cohorte qui a la SLA, hein, la sclérose latérale amyotrophique. C'est une maladie redoutable, purement neurologique. Ce sont des gens qui ne doivent pas bouger. Vous voyez ?
On va faire une autre expérimentation clinique purement physique, dans le sens où ce sont des gens qui sortent d'une chirurgie orthopédique de l'épaule, donc ce sont des gens qui ne peuvent pas bouger. Et donc on va créer des systèmes de jeu, on va leur demander d'imaginer des mouvements et on va aller vérifier. Si ça marche, si ça marche, hein, c'est un projet de recherche, donc je mets beaucoup de précautions. On part quand même de postulats existants hein, sur les premières études qui définissent que quand quelqu'un utilise son imagerie motrice, par exemple, il réduit sa fonte musculaire quand il ne peut pas bouger. Et sa récupération, après, en rééducation, est beaucoup plus rapide. Donc on part quand même d'existants. Mais si ça marche, l'utilisation qu'on va pouvoir faire, vous imaginez, on peut, par exemple, démarrer la rééducation sur quelqu'un qui va se faire opérer pendant un mois avant son opération. On peut déjà commencer son phénomène de rééducation. Après, il y en a un autre, hein, la paraplégie, la tétraplégie, les sportifs. Hein, les sportifs qui sont blessés, on peut faire un entretien musculaire comme ça. Voilà. Je vous ai mis là le processus classique des stratégies thérapeutiques. On s'insère, nous, voilà, avant, pendant, après. Hein. Et puis, tous ces jeux, ils se retrouvent, ça c'est l'exploitation économique que l'on fait de tous nos projets de recherche sur une plateforme qui s'appelle curapi.com, qui se retrouve quand même maintenant en évaluation ou en utilisation aux alentours de 2500 professionnels de santé. On la met en accès libre et gratuit à tous les professionnels de santé et ça commence à avoir quand même une utilisation assez importante. Hein. Je vous ai mis une petite répartition. C'est là-dessus que l'on dépose, une fois que les projets sont terminés, qu'on a la validation clinique, on le met. Cette plateforme, d'ailleurs, va passer en dispositif médical en fin de semaine, là, ou en début de semaine prochaine. Donc, on est là sur un projet de recherche, hein, le mouvement imaginaire. Hein. Vous voyez, c'est assez utilisé par exemple, un danseur de ballet. C'est quelqu'un qui est en concentration, il travaille mentalement tous les mouvements qui vont être faits dans sa représentation. On utilise la même méthode. Voilà, donc je vous tiendrai au courant régulièrement des avancées de ce projet qui démarre le 2 novembre. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Pierre Foulon. C'était super synthétique. Et on voit que les jeux vidéo peuvent être extrêmement sérieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça va faire plaisir à nos adolescents. Alors, avant de passer au projet suivant, une petite annonce pour les membres du Club des investisseurs. Vous êtes invités à rejoindre votre salle pour investir quelques millions d'euros en dehors de l'amphithéâtre. Maintenant. J'ai pas énormément de succès. Il n'y a personne pour investir au Club des investisseurs. Ils sont déjà partis. C'est gentil de me demander un truc qui est déjà fait. Alors, à part ça, après le projet... Oui, on sent l'expérience, hein. Christian, on sent qu'aujourd'hui, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais vous êtes très très bon, hein. Vous avez un nouveau métier qui vous attend. Projet numéro 7e projet, on va accueillir maintenant le projet Melidem de Valotech. Jean-Christophe Lourme. Voilà, merci de nous rejoindre. Donc, l'idée de développer une filière française d'excellence dans le domaine des dispositifs médicaux dans le cadre du traitement du diabète, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, on vous écoute. 6 minutes. Je vais mettre mon chronomètre. Ouais, je l'ai aussi. Hein. Bonjour, donc je suis Jean-Christophe Lourme, je suis le responsable R&D de la société Valotech. J'en suis aussi le président, mais en tant que responsable R&D, vous pourrez imputer ma présentation sur votre CIR. Allons-y. Donc sur le projet Melidem, si on peut passer sur le... C'est moi. C'est là, c'est gros bouton vert. Voilà. Donc vise à proposer des solutions innovantes de rupture pour le traitement du diabète. Donc c'est un projet qui démarre, c'est un projet de type PSPC. Donc un mot sur les PSPC. Ce sont des projets structurants des pôles de compétitivité. Donc très rapidement, donc ça vise à faire des projets collaboratifs de recherche. Voilà, je suis en mode avion. Je me dépêche.
Donc, les PSPC, c'est des genres de gros FEI qui peuvent faire intervenir différents partenaires, à la fois des académiques et des industriels. Donc, quelques mots sur le diabète. Donc, ça représente une personne sur 11 actuellement de la population mondiale. Sur les dernières 20 années, on a eu une croissance énorme, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un doublement du nombre de patients diabétiques, soit une croissance en moyenne de 4% par an. Il est prévu sur les 20 années à venir une croissance encore de 50%, soit 600 millions, un peu plus de 600 millions de diabétiques dans une vingtaine d'années. Donc le diabète, c'est la maladie en tant que telle, mais aussi énormément de comorbidités, donc avec des impacts à la fois sur la partie, par exemple, cardiaque, sur la partie oculaire et de nombreuses hospitalisations. Un élément économique, ça représente actuellement 825 milliards de dépenses de santé dans le monde. Et en France, si on prend les coûts directs, à peu près 5% des coûts du système de santé et 5% en plus sur les coûts indirects. Donc l'idée de Valotech, c'est d'apporter sur ce projet avec ses partenaires un mode un peu différent de traitement de tout ce qui est diabète, notamment actuellement des mesures de glycémie en bout de doigt qui sont faites plusieurs fois par journée par la plupart des patients diabétiques, la prise de médicaments, l'adaptation d'un mode de vie ou pas par le patient, l'injection d'insuline, et donc une maladie qui est très présente au quotidien pour l'ensemble des patients. Et donc là, on voit d'autres types de solutions. Voilà. On voit par exemple ici des solutions qui viennent d'arriver sur le marché, donc des patchs de mesure de la glycémie en continu. Donc on vise, nous, sur ce projet, le développement à la fois de patchs, mais aussi d'implants de mesure de la glycémie, des micro-pompes instrumentées qui permettent d'injecter l'insuline, et au milieu, des algorithmes innovants qui permettent de remplacer en partie l'intervention du patient pour réguler automatiquement l'injection de l'insuline en fonction du comportement physiologique du patient et de son activité. Donc on a à la fois sur ce projet des dispositifs médicaux qui peuvent être utilisés de façon indépendante, comme le CGM, le Continuous Glucose Monitoring, comme la pompe à insuline, ou ensemble, dans un ensemble, dans le cadre d'un pancréas artificiel, où on va relier ensemble à la fois la mesure de la glycémie, des algorithmes et l'injection d'insuline. Donc pour mener à bien ce projet, donc on a un consortium qui est composé de 6 partenaires. Donc à la fois l'entreprise Diabeloop, qui est une start-up qui a été créée sur ce projet de pancréas artificiel, la société Cellnovo, qui pour la petite histoire était localisée en Pays de Galles et qui est en train de transférer toutes ses activités sur Paris, et la société Valotech, qui au départ est une société de services dans tout ce qui est développement de dispositifs médicaux innovants, donc qui lui commercialisera la partie CGM, donc toute mesure de la glycémie en continu. Donc on a aussi le CERITD, qui est un centre d'études et de recherche sur le diabète, donc qui s'occupe de toute la partie clinique sur le projet et des essais cliniques. Et sur le développement des capteurs de glycémie, on a à la fois le C2N, qui est un gros laboratoire de l'Université Paris-Sud, et Paris Diderot, le laboratoire ITO10, qui est un des laboratoires leaders en France sur tout ce qui est capteurs électrochimiques. Donc le but de tout ce projet, c'est aussi de changer un petit peu la façon dont les patients sont diabétiques, je dirais malgré eux, mais vont pouvoir vivre avec ce diabète. Et c'est d'apporter un changement qu'on compare, nous, comme ça a pu être le pacemaker pour des patients dans le domaine cardiaque, pour leur permettre d'avoir une maladie beaucoup moins présente au quotidien et de pouvoir vivre de façon beaucoup plus sereine que ce ne peut être le cas, par exemple, actuellement. Donc j'en profite pour remercier tous les partenaires qui nous ont permis de monter ce projet. Donc vous êtes au bon endroit actuellement aujourd'hui, puisque c'est des projets, les PSPC, qui sont instruits par BPI France. Et donc nous, on a été labellisé par Medicine. Et donc c'est un projet de 22 millions d'euros qui a été financé dans le cadre du BIA à hauteur de 11 millions d'euros. Et donc merci à la DGE, au CGI, à Medicine et à BPI France. Voilà. Merci beaucoup Jean-Christophe Lourdes. Je pense que ce matin, Isabelle Tison-de Gaulle a beaucoup parlé de vous, donc vous avez déjà une première publicité pour ce projet passionnant de pancréas artificiel, donc d'assistance au diabète, qui est donc effectivement un fléau, pas seulement bien sûr national, mais mondial. 8e projet, on reste dans de l'artificiel, on n'est plus dans le pancréas, on change d'organe, on va vers le poumon, mais c'est tout aussi important, avec Olaf Mercier,
qui nous rejoint, ce projet de poumon artificiel. Également 6 minutes pour nous en parler. À vous. Merci beaucoup et bon après-midi à tous. Je vais vous parler du projet du poumon artificiel, qui est un projet qui associe des partenaires académiques, universitaires, mais aussi hospitaliers avec la PHP et l'hôpital Marie-Lannelongue, à de la recherche académique par de l'INSERM, CNRS et le CEA, et à des industriels comme Airbus Group et Xenios, qui est une boîte européenne de machines de perfusion. Donc ce projet de poumon artificiel vise à traiter l'insuffisance respiratoire qui va être en 2030 à peu près la 3e cause de mortalité humaine sur toute la surface du globe. Il faut bien commencer par quelque chose, et une des spécificités des hôpitaux que je vous ai nommés et de ce consortium, c'est l'expertise acquise depuis la fin des années 80 sur une maladie qui s'appelle l'hypertension pulmonaire, qui est en fait une maladie des vaisseaux pulmonaires. Et en fait, on va commencer par traiter l'insuffisance respiratoire, non pas l'insuffisance respiratoire de l'air dans les alvéoles, mais l'insuffisance respiratoire liée aux petits capillaires pulmonaires qui sont insuffisants. Donc on va commencer par créer ce poumon artificiel pour ces patients-là, pour les patients qui ont cette maladie, qui ne peuvent pas être transplantés, puisque quand on a cette maladie et qu'on arrive au bout du traitement médical, on n'a pas d'autre solution que la transplantation pulmonaire. Et si on ne peut pas être transplanté, eh bien on n'a pas d'autre solution du tout. Et donc ce poumon artificiel, initialement, dans toute sa phase de développement, va être dédié pour ces patients. Et quand on va montrer que ça fonctionne, eh bien on va l'élargir à toutes les causes d'insuffisance respiratoire, comme je vous dis, qui sera dans les prochaines décennies la 3e cause de mortalité mondiale. Donc ça, c'est un peu l'aboutissement de 30 ans de recherche sur l'hypertension pulmonaire, la maladie de ces petits vaisseaux pulmonaires, et on aboutit aujourd'hui à l'élaboration d'un poumon artificiel. Alors, qu'est-ce que c'est un poumon artificiel aujourd'hui ? Si je vous fais une photo d'une patiente aujourd'hui dans un service, vous voyez que ces poumons, ils ne font pas du tout circuler le sang à partir du cœur, donc le cœur se fatigue. La seule solution, c'est d'interposer un poumon artificiel ici entre les deux parties du cœur, en parallèle de ces deux poumons. Et ici, vous voyez, ici, c'est ce petit appareil carré qui est en fait un poumon artificiel où va circuler le sang à l'intérieur. Et ce sont des nouveaux capillaires pulmonaires qui sont totalement synthétiques, et ce qui permet à cette patiente de se tenir debout. Mais vous voyez que ça reste à l'hôpital, ça reste dans un service de réanimation, et ça reste avec un appareillage qui pèse plusieurs dizaines de kilos, qui est pour un insuffisant respiratoire, insuffisant cardiaque, impossible à transplanter. Donc vous voyez le challenge de ce projet, et le challenge de ce projet, c'est tout bonnement de faire un poumon artificiel portatif qui soit portable et qu'on puisse faire sortir le patient de réanimation déjà, aller dans un autre service de l'hôpital, pourquoi pas aller un peu dehors l'hôpital et pourquoi pas retourner chez lui. Voilà le but de ce projet, et ce projet il est très simple, c'est de lui laisser ses poumons qui sont malades, mais de lui rajouter un 3e poumon artificiel qui va faire le rôle de ces deux qui ne jouent plus du tout leur rôle, par des systèmes de canules et de pompes et d'oxygénateurs. Donc notre but, c'est de développer un oxygénateur qui soit aussi puissant que le poumon humain, qui puisse utiliser l'oxygène de l'air pour oxygéner le sang sans apport d'oxygène, une petite pompe pour mouvoir le sang à travers cet appareil, et puis un système de canules assez intelligent qui va pouvoir prendre le sang, mais aussi le redistribuer dans le cœur, le prendre dans le circuit désoxygéné et le remettre dans le circuit oxygéné. Donc ça, c'est un peu les délivrables et sur quoi on a tablé. On a tablé ce poumon artificiel, il est fait de plusieurs composants. Et le but, c'est de pas d'attendre 5-10 ans d'avoir le système complet avant de faire profiter les patients de cette innovation, mais c'est de faire profiter les patients le plus tôt possible. À chaque fois qu'un petit morceau du poumon artificiel est mis au point, il va tout de suite être mis en translation chez l'homme pour pouvoir améliorer le circuit que vous avez vu, la photo que vous avez vue. Ça passera tout d'abord par les canules, parce que pour nous, c'est ce qui apparaît le plus facilement en translation pour l'homme. Les canules, le système de pompe et le circuit, le nouvel oxygénateur de nouvelle génération, et enfin le produit complet, je l'espère, pour 2020. Je vous remercie.
Voilà, ça y est, on m'entend à nouveau correctement. Donc le poumon artificiel pour 2020, et on va maintenant quitter le monde de la thérapie, qu'elle soit actuelle ou en préparation, pour aller vers un des thèmes qui a été notamment souligné ce matin dans les priorités de Medicine pour les années à venir, celui de la formation. On a beaucoup parlé de prévention, coaching, formation, prévention. C'est justement ce que nous propose Anne-Dominique Bonte, qui nous rejoint, merci, pour le projet Nexpert Santé de méta-coaching. Alors ça, donc, prévention d'une santé interactive. On vous écoute 6 minutes. Bonjour à tous, et donc merci d'accueillir cette présentation aujourd'hui pour les 10 ans de Medicine. Le projet donc Nexpert Santé est un projet qui a été soutenu, labellisé par Medicine lors du FUI 16. Donc c'est un projet en fait qui visait à mettre en place une thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie sur Internet. Donc on est dans le domaine de la e-santé, on est dans le domaine de la prévention secondaire puisqu'il s'agit de traiter efficacement un trouble chronique. Donc c'est moi qui bouge le gros bouton vert. Donc le constat sur l'insomnie, il est assez lourd au niveau des coûts sociaux et de la souffrance des personnes, puisque l'insomnie chronique touche une personne sur 5. Le coût direct est estimé à 2 milliards par an. Le coût direct, c'est les médicaments, les visites médicales. Et les coûts indirects amènent ce coût social à 6 milliards. Donc quand on parle de coûts indirects, on parle aussi de l'absentéisme, du présentéisme, des arrêts de travail et aussi des accidents du travail qui sont liés à l'insomnie, puisque l'insomnie se caractérise surtout en termes de souffrance par les souffrances de la journée, c'est-à-dire les problématiques de mémoire, de concentration, de vigilance, et aussi donc les troubles de l'humeur qui s'en suivent, donc avec des conséquences notamment d'anxiété, de dépression qui sont liées. La France soigne relativement mal de façon globale cette insomnie chronique, puisqu'on consomme 2 à 4 fois plus de psychotropes en France que dans le reste de l'Europe. Et il y a une personne sur 3 de plus de 65 ans qui se voit prescrire une hypnotique pour une durée de plus de 3 mois, ce qui est complètement contradictoire avec les préconisations des hautes autorités de santé, puisque le traitement de l'insomnie chronique en première intention doit être une thérapie comportementale et cognitive, et les médicaments doivent être réservés à un usage bref, puisque employés plus de quelques semaines, ils ont des effets secondaires qui dépassent les bénéfices, notamment donc les somnifères, et ces effets secondaires s'aggravent avec le temps. On a aussi pu montrer dans certaines études une augmentation, par exemple, des risques d'Alzheimer sur l'emploi régulier d'hypnotiques. Donc notre solution par rapport à ce problème, eh bien, c'est justement de proposer cette thérapie comportementale et cognitive qui normalement reste du domaine du face-à-face, parce qu'elle nécessite quand même une part de diagnostic, une part d'adaptation, de personnalisation dans les préconisations qui sont faites, de l'adapter pour pouvoir obtenir une thérapie qui se déroule complètement en ligne sur Internet, sur différents médias, le mobile, les tablettes et le PC. Donc ce programme, c'est le programme Therasomnia, donc, qui est le fruit de ce fameux projet Nexpert Santé. Alors, comment agit le programme Therasomnia ? Eh bien, comme il cherche vraiment à résoudre complètement l'insomnie, donc en permettant un meilleur endormissement, une plus grande continuité de sommeil, une meilleure qualité de sommeil, une diminution donc des éveils nocturnes et le fait de retrouver la forme. Et parallèlement donc à ce programme, on peut envisager le sevrage des somnifères. Ce programme se déroule sur 2 à 3 mois. Et donc, on retrouve dans ce programme la boîte à outils d'une thérapie cognitivo-comportementale, à savoir des techniques de contrôle du stimulus, de réduction du temps passé au lit pour la partie comportementale, de travail sur les cognitions qui provoquent de l'anxiété, une anxiété additionnelle et un cercle vicieux pour les personnes touchées par l'insomnie, puisque cette anxiété va encore plus les tenir éveillées, les empêcher de dormir. Et puis un travail sur la gestion émotionnelle, puisque souvent
il y a quand même une présence associée par rapport à l'insomnie d'anxiété et qui joue aussi un rôle dans l'éveil, dans l'hyper-éveil. Alors, tous ces domaines que nous travaillons, en fait, on a modélisé un petit peu une intervention de thérapie comportementale et cognitive qui normalement se déroule sur 6 à 8 séances avec un spécialiste. Donc on a recouru pour cela à des experts, donc notamment le professeur Billard et puis les équipes du CHRU de Montpellier, pour modéliser à la fois le comportement d'un insomniaque, la thérapie comportementale et cognitive, et voir comment on pouvait reproduire dans un système expert la personnalisation des consignes en fonction des informations qu'on récupère sur le patient. Donc quand un patient utilise notre système, on commence par une phase de diagnostic où on va pouvoir voir le type de problématique qu'il a, le comportement qu'il a, éventuellement éliminer aussi les personnes pour qui ce programme serait contre-indiqué. Et on va pouvoir donc lui donner des consignes à respecter de nuit comme de jour, et progressivement faire évoluer ces consignes en fonction de la façon dont il évolue dans le programme. Alors, le système expert a aussi été un système qui évolue dans le temps, puisqu'on peut ajuster les consignes en fonction des retours d'expérience et de l'analyse statistique des succès et des échecs qu'on a sur le programme. On a aussi dans ce système quand même une supervision par une équipe de psychologues sur lequel peuvent être orientées des alertes en cas notamment par exemple d'une progression qui n'est pas celle que l'on attend sur les temps de sommeil, sur la qualité du sommeil perçue par l'utilisateur. Nous avons fait des essais cliniques sur 2015-2016 avec le CHRU de Montpellier. Ces essais cliniques ont été menés sur 46 patients, dont 23 en psychoéducation, qui est une autre approche de l'insomnie chronique, qui a également fait un petit peu l'épreuve d'efficacité. Et notre TCC, donc en ligne de l'insomnie, on a pu constater des résultats qui sont comparables à ceux qu'on obtient sur une TCC qui se déroulerait en présentiel, voire un peu supérieure sur certains critères, avec 83% d'amélioration forte de l'insomnie. L'ISI, qui est l'index de sévérité de l'insomnie, qui est la mesure internationale de l'insomnie, on voit que sur notre groupe TCC, la note d'ISI est passée de 20, qui qualifie en moyenne une insomnie sévère, à 10. Donc on se retrouve sous le seuil qui caractérise une insomnie chronique de nature modérée. Et on a une efficacité du sommeil qui est revenue dans la moyenne de celle d'un bon dormeur. En parallèle de ce traitement, près de 92% des patients en TCC ont stoppé ou réduit leur traitement hypnotique, contre simplement 16% seulement en psychoéducation. Donc là également, de très bons résultats sur le sevrage qui s'est fait à l'initiative des patients parallèlement suivis du programme. Merci. Dominique Bonte. Alors à ce stade, on a vu 5 projets, dont un petit peu décalé avec Mathias Fick. On est donc à peu près au tiers, un petit peu plus du tiers. Ce que je vous propose de faire éventuellement, pour ceux qui seraient intéressés, je pense que tout le monde est resté, je crois, Pierre Foulon, Jean-Christophe Flourme, Olaf Mercier et donc Dominique Bonte qui est avec nous. Si vous avez des questions à l'un ou l'autre de ces porteurs ou responsables de projets, vous pouvez éventuellement leur poser. Y a-t-il des questions sur le pancréas artificiel, le poumon artificiel, sur les jeux vidéo pour adultes, ou alors ce qu'on vient de voir, les programmes de coaching éventuellement? C'est un peu improvisé, hein, vous voyez, on vous surprend tout le temps. Parce qu'on s'est dit quand même que ça allait vite et qu'il y avait sans doute des sujets qui pouvaient vous intéresser. Ou alors, oui, monsieur, alors, le poumon artificiel. Alors, attendez, on va rappeler Olaf Mercier. Est-ce qu'Olaf est là? Il est au bloc. Il est au bloc opératoire. Non. Alors, du coup, il n'y a personne pour vous répondre, je suis désolé. Alors, on va vous laisser poser la question quand même. Et puis, si jamais quelqu'un, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens de médecine qui connaissent très bien les projets, qui vont peut-être pouvoir vous répondre. Ma question était de savoir si à terme, il était prévu une implantation intracorporelle. Connaissant un peu l'équipe de Dartevel, je pense qu'il y a une possibilité ultérieure. Alors, est-ce que quelqu'un de mes... Ah oui, il y a quelqu'un. On va avoir tout de suite la réponse.
Sylvia Cohen-Kaminski, je travaille dans l'unité de Marc Imbert qui dirige le DHU Torino. Et donc ce projet émane de notre laboratoire. Et oui, effectivement, il est prévu d'en faire une version implantable. Alors le défi, ça sera pour H2020, mais peut-être que oui, peut-être que non. Voilà. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il travaille par ailleurs sur un autre système artificiel, celui du nez artificiel. Donc voilà, vous voyez qu'ici, il y a beaucoup d'organes et de sens qui sont en développement. D'autres questions sur l'un ou l'autre des sujets? Je ne sais pas qui est resté, ça. Non? Tout va bien? Alors, réfléchissez. Là, on va découvrir de nouveaux projets. Si vous avez des questions à poser aux uns aux autres, il n'y a aucun problème. On va peut-être le faire au fur et à mesure pour garder la fraîcheur des questions. Alors, on enchaîne avec le 10e projet. Cette fois, c'est le projet ADOC LLTech avec Bertrand Lecomte de Poly qui va nous rejoindre. Merci. Projet ADOC est un programme de recherche translationnel pour développer un appareil pour fournir une aide au diagnostic opératoire. Donc, on est à nouveau dans des questions de rupture. On vous écoute. Donc, 6 minutes. Allez. Alors, pour les slides, il suffit d'appuyer sur le bouton vert en visant l'écran. Voilà. Bonjour. Alors, je suis Bertrand de Poly, je suis le président de la société LLTech. Je suis ravi de vous présenter le projet ADOC. Ce que je vais faire avant de présenter le projet ADOC, je vais vous rappeler ce que fait la société LLTech pour vous redonner le contexte. Alors, dans le contexte de l'imagerie médicale, vous avez pour le corps, c'est des appareils tels que l'IRM. Pour l'organe et le bébé, c'est l'ultrason. Et nous, on développe l'imagerie médicale à l'échelle de la cellule et du tissu. Et donc, à quoi ça sert? En fait, quand on regarde le diagnostic du cancer et la chirurgie du cancer, il y a des besoins qui ne sont pas remplis aujourd'hui. D'abord, c'est un besoin pour avoir un diagnostic et une évaluation immédiate des biopsies au moment du diagnostic. Je vais prendre un cas. Il y avait encore une patiente récemment à l'hôpital Cornell de New York. Elle a eu une biopsie de poumon. Ils l'ont envoyée en histologie. Ils ont fait tous les examens. Ça a coûté à peu près 4 000 $. Et la pauvre dame, on lui a dit 15 jours après, « Désolé madame, il n'y avait rien dans votre biopsie. Vous y retournez. » Premier cas. Deuxième cas, biopsie de prostate. Ça touche une majorité d'hommes malheureusement. Dans 30% des cas, ils tapent à côté, parce qu'ils n'ont pas d'outils pour vérifier en temps réel ce qu'il y a dans cette biopsie. Deuxième besoin, c'est dans le cadre de la chirurgie du cancer. Donc quand ça va plus mal, c'est de guider le chirurgien pour être capable de lui dire est-ce que vous avez tout enlevé, c'est-à-dire guider les marges. Cas typique, cancer du sein, ou autre cas typique aux États-Unis, c'est le cancer de la peau en dehors du mélanome. C'est un marché d'1 200 000 cas par an. Le fait d'avoir une machine temps réel, ça va permettre de gagner du temps, d'informer le patient. Et donc ça, forcément, c'est des gains économiques directs pour le patient, pour les hôpitaux, pour les assurances. Meilleure qualité de soins, moins cher. Alors comment on fait ça? Il faut être capable de donner en temps réel l'information au médecin sur ce qu'il y a dans sa biopsie et son prélèvement. Les techniques actuelles, c'est je prends mon morceau de tissu, il y a tout un processus de préparation qui prend au mieux 1 heure en salle d'opération, mais plusieurs jours en diagnostic, qui amène cette jolie lame rose. Nous, ce qu'on fait, on prend le morceau de tissu, on va faire une image très haute résolution, et on sort une image numérique qui est transmissible. Donc, on va bénéficier de toute la puissance du digital. Ce qui veut dire, je transmets mon image, j'ai un médecin qui peut regarder à distance. Cette image, elle est de qualité proche de celle du diagnostic final, elle est facile à lire, et bien sûr transmissible. Alors, ça fait des images. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, c'est sur un cancer de la peau, un carcinome basocellulaire. Ce que je veux montrer, il y a un petit pointeur là-dessus. Point rouge. Non. Tac. Excusez-moi. Non, bon, c'est pas grave, je vais me déplacer. Voilà, c'est celui-ci. Le pointeur est là. Alors, par exemple, on arrive à distinguer toutes les zones. Alors ça, c'est à faible grossissement. On peut la zoomer beaucoup plus, mais on voit toutes les zones caractéristiques de la peau avec des follicules pileux, des glandes sébacées. Et puis, il y a des zones cancéreuses qui apparaissent. Ça, c'est une image qu'on obtient en 2 minutes. 2 minutes au lieu de 30 minutes à 1 heure au bloc opératoire. Donc, il y a un gain de temps énorme. Donc, on fait des très belles images noir et blanc. On se dit, le noir et blanc, c'est super. Autre exemple, une biopsie de pancréas qui est un cas très compliqué. Et vous avez toutes les petites zones sombres là, qui sont des nodules cancéreux qu'on a comparés avec le standard qui est l'histologie. On arrive à des choses très similaires. Donc l'idée, ce n'est pas de remplacer l'histologie, c'est d'être capable de dire tout de suite j'ai du cancer, oui, non, et de permettre au médecin de prendre sa décision. Je prends une autre biopsie, oui, non. Très important dans le cadre de la médecine personnalisée, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, ils sont à poil. Très important dans le cadre de la chirurgie pour guider les marges. Alors c'est très bien de faire des images noir et blanc,
ça marche bien dans un certain nombre de cancers, je vais vous montrer les résultats après, mais il y a des cas où il y a des cas un peu compliqués, il faut aller un peu plus loin. Et on a poussé la technique un peu plus loin. Alors, je suis désolé si le projecteur ne montre pas bien la qualité du contraste. On passe en imagerie maintenant fonctionnelle. Et tout ça, c'est sur un prélèvement qu'on fait directement. Et ce qu'on montre, c'est qu'on peut voir en haut à droite de distinguer les cellules immunitaires des zones tumorales. Ah, merci. Donc en rouge, vous avez les cellules immunitaires, vous avez les zones tumorales, qui sont en jaune-vert, et en bleu, toutes les zones calmes, tissu normal. On peut combiner ça et distinguer ça. Donc vous imaginez que maintenant, on fait une image combinée, on peut extraire l'information immédiatement. Donc ça devient un outil de décision dans la salle d'opération. Et c'est en ce sens-là que c'est très disruptif, c'est-à-dire que cette information qui prenait plusieurs heures ou plusieurs jours, on peut l'avoir en temps réel. Alors le potentiel, et là je vous mets les résultats qu'on a eu uniquement avec l'image noir et blanc, pas avec la dernière technique. Le potentiel, c'est sur tous les cancers dits solides. On va commencer avec un premier cas qui est avec le cancer de la peau, parce que c'est un marché d'1,2 million personnes chaque année aux États-Unis, et qu'il y a un besoin, qu'il y a un modèle économique pour eux. Aller plus vite, ça veut dire plus de patients, ça veut dire gagner plus d'argent, ça facilite l'adoption. Après, on va les passer sur les autres cancers, dits ORL, cancer du sein. C'est d'abord la chirurgie, parce que c'est là qu'il y a le plus de marge. Et après, on va aller chercher les biopsies de type prostate, où on a des résultats qui sont très significatifs, 100% de détection des scores de Gleason 6 et au-dessus. Puis le poumon, où c'est encore 1 million de cas par an. Alors tous ces résultats, on les a obtenus avec des collaborations. Je vous ai mis quelques logos, mais on travaille beaucoup avec les équipes de l'Institut Gustave-Roussy, de l'Institut Curie et notamment de la PHP, Hôpital Sainte-Anne, Hôpital Thonon. Et le projet ad hoc, ça a été de mettre ensemble toutes ces équipes-là pour, à partir de nos images, faire un premier outil qui permet de faire du diagnostic intelligent. C'est du Computer Aided Diagnosis. L'idée, c'est je sors mes images qui sont toutes nouvelles et je permets au médecin d'avoir une idée de l'endroit où il va regarder sur ces images. Donc, tout ça, c'est pour faciliter l'interprétation et accélérer le temps chirurgical. Alors, je fais une petite anecdote pour terminer un peu rigolote, mais il y a eu pas mal d'évolutions dans le domaine de l'imagerie, les dernières étant l'IRM. Et on voit un peu l'ELTech comme amenant et faisant partie des sociétés qui font l'imagerie optique, amenant le dernier niveau d'imagerie numérique à l'échelle cellulaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je suis disponible si vous avez des questions. Restez là. Oui. Pour rester dans la fraîcheur de tout ce que vous venez d'exposer, qui est là aussi fascinant, y a-t-il des questions sur ce qu'on vient de voir, ces fameux détecteurs? Alors, questions? Pas de questions? Oui. Tout est dit en 6 minutes, mais c'est formidable. Alors, allons-y. Oui, Arnaud Gobet. C'est une question sur ce projet et puis éventuellement sur les autres. C'est dans l'absolu, tous ces projets paraissent vraiment innovants et très utiles, mais est-ce qu'il y a des concurrents dans le monde? Est-ce qu'on regarde, enfin, est-ce qu'il y a d'autres... Parce qu'on se dit finalement tout ça, c'est très bien, mais il y a d'autres équipes peut-être qui peuvent avoir les mêmes idées au même moment et développer ça. Donc comment est-ce qu'on se positionne par rapport à la concurrence? Il y a deux choses, oui. Alors d'abord, il y a le soutien de la communauté médicale, en particulier aux États-Unis. Je reviens du congrès du College of American Pathologists, qui lance une nouvelle discipline qui s'appelle Interventional Pathology, c'est-à-dire diagnostic dans la salle d'opération. Ils ont identifié 4 sociétés dans le monde, dont nous. Donc on est assez contents. C'est vraiment maintenant les médecins, c'est pas juste un projet, c'est le soutien de la communauté médicale. Et la semaine prochaine, pareil, on a la société des journées francophones de radiologie qui nous a donné le prix de la technique d'imagerie innovante. Donc il y a maintenant ce soutien de la communauté médicale. Après de la concurrence, oui, il y en a, j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a un marché. Notre principal concurrent, c'est une société américaine qui s'appelle Caliber ID, qui utilise une technique qui s'appelle imagerie confocale, qui est très utilisée dans les labos, qui a, je veux dire, 2 inconvénients énormes. Un, il faut mettre du colorant, alors que nous, on prend le tissu, c'est direct, sans préparation. 2, c'est une technologie qui est lente et très sensible aux vibrations, alors qu'on a conçu un système, je veux dire que j'appelle ça idiot-proof, et très stable. Donc on pense qu'on a des avantages à la fois technologiques très forts. Dernier argument, c'est les imageries en couleur que vous avez vues, le fonctionnel, on est vraiment les seuls à le faire. Voilà, bah bravo, félicitations. Hein. On peut vous applaudir. Hein. Magnifique. Une autre question?
Ok, eh ben merci encore pour cette présentation et surtout bon vent, puisqu'on voit que vous êtes très bien parti. Et c'est excellent pour la France et la région. On enchaîne avec le 11e projet qui tourne autour du développement de peptides innovants comme thérapie ciblée. C'est le projet PepThérapie. Antoine Presta, merci de nous rejoindre. Donc les thérapies ciblées pour le traitement de maladies graves. Et on vous écoute pendant là aussi 6 minutes et peut-être 1 ou 2 questions. Oui, gros bouton vert pour passer en avant. Et si vous devez pointer, c'est celui-ci. Oula, ça commence mal. Bon, on a su créer un slide. Bon, c'est pas grave. Alors bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis Antoine Presta et je dirige la société PepThérapie qui développe des peptides innovants comme thérapie ciblée. Alors, beaucoup d'entre nous cherchent à développer des thérapies de plus en plus ciblées, innovantes, efficaces, non toxiques, spécifiques et personnalisées. Et ceci pour répondre à un fort besoin médical de pathologies qui ont peu d'alternatives ou pas d'alternatives thérapeutiques, comme certains types de cancers du sein, de l'ovaire, ou des pathologies plus rares, mais néanmoins très agressives, comme le mélome de l'œil. Alors, chez PepThérapie, pour cibler ces besoins médicaux, nous avons choisi de développer des peptides comme thérapie ciblée. Alors, pourquoi les peptides ? Les peptides, avec leur taille intermédiaire, ont beaucoup d'avantages, qui combinent à la fois les avantages des petites molécules chimiques et des biomolécules, notamment une bonne efficacité, un très bon profil de toxicité, mais également une facilité de production même à l'échelle industrielle, et un coût de développement et de production extrêmement compétitif par rapport à celui des biomolécules. Alors pourtant, les peptides n'ont pas été suffisamment exploités jusqu'à présent, et essentiellement pour des raisons de manque de stabilité dans l'organisme, un peu de spécificité, mais surtout de capacité, de difficulté à pénétrer à l'intérieur de la cellule pour toucher les causes profondes de la pathologie. Alors c'est là que PepThérapie se positionne pour lever ces verrous technologiques en développant des peptides thérapeutiques optimisés, en améliorant leurs propriétés pharmacocinétiques et donc leur stabilité à l'intérieur de l'organisme, et surtout en améliorant leur capacité à pénétrer à l'intérieur de la cellule et à cibler extrêmement spécifiquement les complexes ou le complexe moléculaire impliqué dans la pathologie. Alors pourquoi sommes-nous extrêmement ciblés ? En 10 ans de recherche, nous avons développé une technologie innovante de peptides pénétrants, qui est schématisée, vulgarisée ici par cette présentation schématique, mais néanmoins réaliste, et donc de peptides pénétrants qui agissent comme des navettes pour faire pénétrer un actif à l'intérieur de la cellule et bloquer extrêmement spécifiquement des interactions protéines, et donc, c'est-à-dire des cibles impliquées dans la pathologie, et sans altérer les mécanismes physiologiques, ce qui limite ainsi les risques de toxicité. Nous appelons cette technologie innovante brevetée des peptides bifonctionnels pénétrants et interférents. Alors quelques mots sur l'histoire de PepThérapie. PepThérapie a été fondée en 2014 sur la base de découvertes de l'Université Pierre et Marie Curie, de l'Institut Curie et 2 partenaires espagnols, le CSIC et le CNIO, avec des scientifiques et des médecins de ces institutions prestigieuses qui ont rejoint l'équipe de PepThérapie. En 2015, nous avons levé près de 2 millions d'euros auprès du fonds d'amorçage Quadrivium de Seventure Partners et du docteur Bernard Majoie, ancien PDG des laboratoires Fournier, avec également un fort soutien de BPI France, que je remercie. En 2016, sur la base de notre technologie, de notre plateforme de peptides pénétrants et interférents, nous avons plusieurs candidats en développement préclinique, dont notre premier produit bientôt en clinique. Nous avons obtenu un fort soutien public, notamment avec un programme H2020
maladies rares sur le traitement du mélanome de l'œil, avec 12 partenaires internationaux de référence sur cette pathologie. Nous avons également obtenu un FUI labellisé Medicine, et j'en profite ici pour remercier l'accompagnement de Medicine sur ce projet. Donc, ce projet vise à soutenir le développement d'un premier peptide et ses biomarqueurs compagnons jusqu'en fin de phase 1-2 d'essais cliniques pour le traitement du cancer du sein triple négatif. Enfin, en 2017, pour stimuler notre développement sur la base des développements précédents, nous réaliserons une nouvelle levée de fonds d'environ 5 à 10 millions d'euros, et notamment pour la réalisation des essais cliniques sur les différentes pathologies que vous avez pu voir. Et après la preuve du concept clinique de notre premier produit, nous exploiterons largement notre plateforme de peptides pénétrants et interférents sur d'autres cibles moléculaires pour générer des nouveaux candidats médicaments pour le traitement d'autres pathologies graves. Je vous remercie. Merci beaucoup Antoine Presta. Là aussi, beaucoup d'innovations. Vous avez cité plusieurs pathologies, dont le cancer du sein, en tout cas une certaine forme. Ça, c'est le produit qui aujourd'hui est le plus proche de la clinique, c'est bien ça? C'est ça. C'est le cancer du sein triple négatif, précisément, qui est à peu près 15 à 20% des cancers du sein, et qui est extrêmement agressif. Et comme son nom l'indique, c'est triple négatif, donc ça ne répond pas à des thérapeutiques classiques sur le cancer du sein. Et derrière, c'est quoi les maladies graves, les pathologies graves que vous visez juste après? Alors j'en ai cité deux autres. Il y a le cancer de l'ovaire et une maladie rare, maladie orpheline, qui est le cancer le mélanome uvéal, donc le mélanome de l'œil. De l'œil, c'est bien ça. Donc ça, c'est les deux qui suivent. Qui est une pathologie extrêmement agressive, qui est métastatique, et il n'y a pas de thérapie sur cette phase métastatique qui puisse soigner les patients. Bon, ça, c'est très concret, très lourd. Y a-t-il une question complémentaire, Antoine Presta? Non. Ok, merci infiniment de votre présentation. On enchaîne maintenant avec le projet Telvac de la société Invectis, avec Abderrahim Lashgar qui vient nous rejoindre pour nous parler de la mise au point d'un vaccin thérapeutique contre le cancer. Alors on continue dans les choses extrêmement innovantes. Ça va? Eh bien, bienvenue, merci à toi de nous rejoindre pour nous parler de ce vaccin thérapeutique qui, là aussi, comme les peptides, semble extrêmement prometteur. Merci Fabrice. Je remercie l'équipe Medicine pour l'invitation. En fait, je ne vais pas me limiter au vaccin thérapeutique INVAC-1 qui a été supporté dans le cadre du projet Telvac Sainte Medicine, mais plutôt parler de stratégie thérapeutique, enfin stratégie d'immunothérapie développée par Invectis. Donc, c'est le gros bouton. Le bouton et la flèche. Pour viser, c'est ça. Okay. Très bien. Donc, simplement pour rappeler que nous travaillons sur l'oncologie humaine et il y a 14 millions de nouveaux cas de cancer par an, selon les dernières données validées par l'OMS, et 8 millions de décès. Simplement, un autre rappel, c'est que chaque personne développe presque tous les jours des cellules tumorales. Donc, nous développons 12 des cancers, mais simplement, il y a le système immunitaire qui est là et qui veille, le radar du système immunitaire, et qui élimine ces cellules tumorales dès qu'elles se réveillent. Donc, nous tous, on développe en général, comme disent diverses publications, 1000 cellules cancéreuses par jour. Et le système immunitaire qui veille, voilà, arrive à les éliminer. Donc, dans un premier cas, donc au tout début, donc, le système immunitaire fait son travail, que ce soit l'immunité innée ou l'immunité spécifique. Donc, le système immunitaire arrive à nous débarrasser de ces cellules tumorales. Simplement, certaines de ces cellules échappent à l'immunosurveillance et développent des moyens, des outils qui leur permettent de pouvoir s'installer. Et à ce moment-là, il y a un équilibre entre les défenses immunitaires qui sont toujours capables d'éliminer ces cellules tumorales et certaines cellules, bien sûr, qui échappent. Et il y a des cellules tumorales qui se mettent en dormance. Mais avec l'évolution du cancer, les cellules cancéreuses développent des moyens qui leur permettent soit de devenir invisibles au système immunitaire, donc il y a ce qu'on peut appeler une immunosuppression ou une aplasie même du système immunitaire à un moment donné. Donc le système immunitaire ne peut plus faire le travail. Bien entendu, nous parlons beaucoup en ce moment en immuno-oncologie des anticorps ciblant les immune checkpoints. Nous avons ici, on va revenir en arrière. Alors non, on va revenir en arrière.
Voilà, donc les Human Checkpoint Inhibitors qui ciblent les molécules genre PD-1, PDL1, CTLA4 qui sont développées par les cellules cancéreuses pour devenir invisibles ou se protéger contre le système immunitaire. Donc Invectis, c'est une société qui s'est spécialisée dans le développement de stratégies d'immunothérapie, donc a vocation à développer divers outils. Donc soit en immunothérapie passive, en utilisant les stratégies de CAR T-cells. Nous avons un portefeuille en cours de développement qui est encore au stade précoce. Donc là, ce n'est pas le système immunitaire du patient qui fait le travail, c'est plutôt ce qu'on va administrer au patient qui va faire le travail, c'est-à-dire les cellules armées pour faire ce travail. Soit en immunothérapie active, en développant également des anticorps anti-immune checkpoint, à l'équivalent d'anti-PD-1 et PD-L1. Nous avons notre propre anticorps qui cible un nouvel immune checkpoint. Et dernièrement, bien sûr, en citant dernier, mais c'était la première activité d'Invectis, à savoir développer des anticorps, des vaccins thérapeutiques ciblant tout type de cancer. Donc notre premier vaccin, c'est un vaccin ADN qui cible la télomérase, la télomérase qui est impliquée dans l'immortalisation des cellules. Nous avons également un vaccin peptidique qui est en cours de développement. Donc le pipeline d'Invectis aujourd'hui, c'est le produit INVAC1 qui est en fin de phase 1 et nous s'apprêtons à rentrer en phase 2, 2 essais cliniques de phase 2 début 2017. Donc c'est ce produit-là qui a été supporté dans le cadre du projet TELVAC par Medicine dans le cadre du 12e FUI et nous avons atteint avec succès, bien sûr, les résultats ainsi qu'enrichir le portefeuille de propriété intellectuelle de 3 brevets pour les différents partenaires dont Bertin Pharma, CNRS, l'Université de Besançon, ainsi que, pardon, je n'oublie pas d'autres. Donc voilà. Dans tous les cas, ce n'est pas grave. Donc le projet a réussi et nous avons pu atteindre tous nos objectifs et les essais cliniques de phase 2 vont démarrer bientôt. Et ça a été fait sur des patients qui ont porteurs de tumeurs solides et les résultats sont concluants, ce qui nous permet d'aller de l'avant. Deuxième produit, le produit UCPVAX, c'est un vaccin peptidique et là l'essai clinique phase 1-2 qui est dans le cancer du poumon dans la petite cellule, c'est en cours au sein de l'hôpital à Besançon. Notre programme anticorps anti-immune checkpoint est en cours actuellement afin de rentrer dans les phases précliniques réglementaires courantes de 2017. C'est un anticorps qui cible la molécule HLA-G, qui est impliquée dans beaucoup de tumeurs. Et nous avons également notre programme CAR, qui est encore à un stade très précoce. Parallèlement à ça, nous avons également un programme TELVET qui vise à développer un vaccin anti-télomérase chez nos animaux de compagnie, chez les chiens. Et en fait, ce travail est issu des études précliniques dans le programme INVAC1. C'était décrit dans le projet TELVAC. Voilà, c'était la partie évaluation chez les grands mammifères. Et ça a donné également un produit en soi. Et l'essai clinique est en phase d'initiation avec une clinique vétérinaire chez les chiens porteurs de tumeurs. Donc voilà globalement le portefeuille de produits d'Invectis. Donc Invectis a vocation à faire quoi? A vocation à développer des produits adaptés à différents stades de développement de la tumeur et l'état du système immunitaire des patients. Donc nous avons un marqueur, c'est la réponse antitélomérase qu'on a pris comme marqueur, qui donne une indication sur la capacité du système immunitaire à agir, à être efficace. Quand le système immunitaire est toujours là, un des vaccins peut être suffisant pour arrêter la progression de la tumeur. Avec la progression, on arrive au stade 1-2 de développement du cancer. À ce moment-là, nous aurons besoin de combiner un de nos vaccins avec des anticorps anti-immune checkpoint, en l'occurrence notre produit anticorps anti-HLA-G. Vers le stade 3, à ce moment-là, probablement il faut plusieurs stratégies vaccinales combinées et plusieurs stratégies thérapeutiques et probablement différents anticorps anti-immune checkpoint. Au stade final, aplasie totale du système immunitaire. Il n'y a plus de système immunitaire chez le patient. À ce moment-là, on passe à l'immunothérapie passive. On va passer à la stratégie CAR T-cells. C'est ce que nous devons. Donc là, c'est la vocation d'Invectis. C'est d'être un acteur avec un portefeuille ciblant différents stades de la tumeur. Donc pour résumer, pour l'anecdote, je remercie beaucoup Medicine pour le support. Quand nous avons rencontré Medicine, la société créée en 2010, le projet a été labellisé en 2011. On était 4 salariés avec quelques centaines de milliers d'euros de fonds. Aujourd'hui, nous sommes 24 salariés avec un portefeuille de 10 brevets en propre et nous avons réussi à convaincre des investisseurs américains
Il n'y a pas d'Européens, de Français chez nous, Américains qui nous ont suivis, qui nous soutiennent toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abderrahim. Pour avoir... Attends, on va peut-être te poser des questions. Pour avoir suivi l'aventure depuis le début, c'est vrai que c'est impressionnant le succès, le nombre de produits par rapport au tout premier, donc c'est formidable. Tu l'as dit toi-même, des Américains, pas de Français. Il n'y a pas eu d'industriels, personne ne s'est mobilisé. Nous sommes là, bien sûr, là, en ce moment en discussion avec des industriels, bien sûr, français et outre-Atlantique. Oui. Et notre objectif aujourd'hui, bientôt, bien sûr, nous avons des résultats cliniques phase 1. Nous avons également notre deuxième projet qui est à Besançon, phase 1-2 poumons. Nous avons déjà des patients qui sont inclus. Donc nous avons de la matière et les industriels frappent à notre porte. Il y a certains qui nous contactent directement. Nous contactons ici également d'autres. Notre objectif, c'est d'avoir des partenaires parce que notre vocation, ce n'est pas d'aller phase 3 commercialisation. Ça, c'est le métier de la Big Pharma. De l'industriel. Nous allons pouvoir discuter, faire du co-développement. Voilà, ou des sessions par pathologie éventuellement. Alors justement, deuxième question, les pathologies, les cancers solides, qui sont le plus visés aujourd'hui? Pour la phase 1, on a ciblé les tumeurs phase solide. Pour la phase 1. En général on a plusieurs types de tumeurs dans l'essai phase 1 sur 20 patients qu'on a D'accord, mais pas un cancer en particulier, pas une tumeur en particulier. Non, on a plusieurs. Et simplement, donc pour les phases 2, nous avons déjà sélectionné nos indications. Nous avons, que ce soit aux États-Unis, parce qu'on aura un essai clinique aux États-Unis, au sein du centre MD Anderson, et nous avons un essai qui aura lieu en Europe. Nous avons déjà décidé des indications et nous travaillons là-dessus. C'est magnifique. Y a-t-il une question? Oui, je vous passe un micro. Tenez, est-ce que vous voulez bien lui passer le micro en vous présentant, s'il vous plaît? Merci. Bonjour, Annelise Berthier, Biopharmanalyse. Vous avez parlé d'investisseurs américains. Quel accueil avez-vous reçu auprès du capital risque français? Au tout début, je ne vais pas dire du mal de capital risque français. Nous avons besoin des investisseurs à tout moment. Non, simplement, c'est vrai qu'en 2011-2010, c'était trop précoce. Voilà, revenez nous voir quand vous serez un peu plus avancé, quand vous aurez plus de data. On a trouvé des investisseurs américains, surtout des familles, ce n'est pas des fonds, des familles qui nous ont accompagnés. Pour certains fonds français ou européens, c'est sûr que maintenant on arrive avec des résultats, et sûrement, là, tout le monde le sait, avec une valorisation également qui peut-être dissuader certains fonds français parce que nous sommes peut-être trop avancés pour eux. Donc voilà, mais nous cachons. Ils ont raté le train, quoi, en gros, on est d'accord. Gardons à l'esprit que notre priorité, c'est les corporates ainsi que les fonds américains avec lesquels également nous sommes en discussion. Merci infiniment, Abderrahim. Merci pour les questions également. Et bon vent aussi pour ce beau projet. Alors, on continue avec deux derniers projets. On arrive bientôt au bout de ces exemples assez merveilleux, en tout cas qui donnent énormément d'espoir, à la fois pour la partie évidemment industrielle, l'aventure technique, scientifique et commerciale, mais bien sûr aussi pour le patient qui est toujours évidemment l'objectif principal. Et là, on va aller sur cette fois une autre forme de technologie, toujours bénéfice patient, avec la création d'implants biocéramiques, et c'est Oseomatrix. Didier Nimal, vous étiez là, voilà. Eh bien, pareil, nous allons découvrir vos nouveaux implants, notamment au niveau, je crois, crânio-maxillo-facial. C'est tout un programme, on vous écoute. C'est le bouton. Alors voilà, vert ici, le gros bouton, c'est pour aller de l'avant, ça en arrière, et ça, c'est pour pointer. D'accord, très bien. Bonjour, je me présente, Didier Nimal, je suis le PDG fondateur de la société Oseomatrix. Qui n'a pas entendu parler d'impression 3D ? L'impression 3D est souvent présentée comme la deuxième révolution industrielle et elle est mature pour des matériaux tels que les matériaux métalliques ou les polymères pour lesquels elle permet de réaliser des objets avec de nouvelles formes et de nouvelles fonctions. Par contre, dans le domaine des céramiques, la mise en forme directe de ces matériaux restait à inventer. Et pourtant, ça fait sens, notamment pour reconstruire des tissus comme le tissu osseux, vous voyez, qui est un tissu qui est fortement minéralisé et pour lequel ça peut faire sens d'avoir, est-ce que c'est un vrai en médecine personnalisée, ce type de réalisation.
Et donc, nous avons développé ce procédé que nous avons appelé impression 3D directe d'os sur mesure. Alors, 206, c'est le nombre des os qui composent notre squelette, et ils peuvent tous, à un moment de notre vie, être l'objet d'un événement du type tumeur, trauma, infection, lésion de prothèse. Et il faut savoir qu'au-delà de quelques millimètres, une perte osseuse ne va pas se régénérer. Et donc, il va falloir la compenser. Et pour cela, les chirurgiens ont deux alternatives. La première consiste à prendre des greffons, c'est-à-dire qu'on va vous prendre de l'os sur un site anatomique, donc c'est une deuxième intervention. On va mutiler une zone saine, donc il y a un risque chirurgical, et on est limité en volume. On est donc parfois appelé à utiliser de l'os qui provient de personnes décédées. Cet os, par contre, utilisé est en volume plus important, mais peut être transmetteur d'agents infectieux ou faire l'objet de rejet. D'où le développement de matériaux et de biomatériaux qui peuvent être fabriqués en volume. Jusqu'à présent, les biomatériaux utilisés étaient des matériaux qui étaient plutôt métalliques ou polymères et qui prenaient la place de l'os, qui est un tissu minéral, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Donc OCO Matrix a développé un procédé direct de fabrication d'os de synthèse sur mesure en partant du scanner des patients. Alors, je vais vous montrer à travers le parcours du patient comment ça se passe. Donc, nous avons breveté mondialement cette application et nous avons donc des brevets qui nous ont été accordés. Donc, vous voyez un patient et donc une étiologie qui est un trauma. Dans ces cas-là, il convient de faire un état des lieux et donc ça s'appelle un scanner. On va récupérer les différentes données du scanner du patient, les assembler en 3D pour avoir la topographie de la perte osseuse qui va nous permettre de calculer l'implant qui va compenser exactement cette perte osseuse. Alors bien sûr, cet implant est adressé au chirurgien, donc qui sur sa tablette tactile va pouvoir contrôler. Et dès l'instant où cet implant est validé, eh bien, le fichier est transmis à OCO Matrix qui va le fabriquer sur une machine propriétaire avec une poudre phosphocalcique propriétaire. Et donc, un laser va venir souder grain par grain et couche par couche. Donc, les grains de céramique qui vont participer à la construction d'un implant et uniquement cela. Donc, on peut avoir des implants très compliqués avec des réticulations internes, etc. Et donc, au terme du cycle, eh bien, l'implant est sur un lit de poudre non agglomérée qu'on va évacuer. Ensuite, l'implant, il est inspecté, il est packagé, il est stérilisé et il est adressé en bloc opératoire où il est mis en place par le chirurgien, donc sur un mode stérile, ce qui permet de diminuer par 2 la durée des interventions, qui sont donc moins risquées, et ce qui permet également aux patients de sortir plus vite de l'hôpital. Alors vous voyez, ce patient, il n'a pas de chance, parce que vous voyez, maintenant, c'est plus c'est toujours un trauma crânien, mais c'est orthopédique. Pas de bol. Hein. La suite est la même, je ne reviens pas dessus. Un des intérêts de la technologie, c'est de mettre en œuvre donc directement, de réaliser des implants qui sont donc de même composition que la partie minérale de l'os et qui sont poreux, qui sont anatomiquement parfaitement adaptés et qui vont donc jouer un rôle de guide de cicatrisation osseux. Ce sont en fait des échafaudages et dans le cas d'utilisation de phosphate tricalcique qui est résorbable, eh bien cet échafaudage, une fois qu'il a fait le job, que l'os s'est cicatrisé, il disparaît. Et donc il s'agit d'un plan de 3e génération. Vous voyez ? Donc l'étape suivante pour nous sera ultérieurement de rajouter des cellules, et là on aura de l'os qui sera parfaitement superposable à l'os naturel. Alors, quelques mots sur OCO Matrix. Donc, nous sommes basés sur l'ancien site R&D des laboratoires GSK, sur le plateau de Saclay. Nous sommes accompagnés par Medicène et par le Génopole, et nous avons bénéficié du concours mondial de l'innovation en phase 1 et en phase 2. Donc, merci à la BPI et au CGI. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Didier Limal. Nous avons suivi avec passion les aventures de ce pauvre patient. Attendez, montrez-nous un petit peu. Est-ce que c'est une vraie structure 3D ou c'est juste pour jouer? Non, mais ce que je puis vous dire, c'est que c'est un journaliste. C'est un journaliste? Ah ok, j'ai compris le message. Donc on ne sort pas par la même porte et je ne rentre pas à pied. J'ai entendu le message. Y a-t-il des questions à Didier Limal? Oui, à 2. Alors je commence, pardon, juste une petite là, puis après je passe le micro.
Juste une question très simple. Est-ce que c'est déjà utilisé en traitement de façon courante ou est-ce que c'est encore en phase de validation? Alors, on est encore au stade de préclinique, hein, c'est-à-dire que sur petits et gros animaux. En fait, si vous voulez, l'enjeu clinique est relativement simple. Hein. Ces matériaux sont utilisés depuis plus de 50 ans hein, pour reconstruire des paires osseuses. Et donc, la technologie a l'avantage de les mettre en forme, ce qui leur donne de nouvelles potentialités. Donc les résultats précliniques sont excellents. Actuellement, nous montons sur donc le site que je vous ai présenté le pilote industriel intégré où nous fabriquons à la fois les poudres particulières et nous les mettons en forme, donc en vue de lancer donc les essais cliniques qui sont prévus à la fin de l'année prochaine. Et donc là, on est bien sur la première version sans cellules, donc minérale, et bientôt il y aura une version cellulaire. Voilà. Alors donc la version que je vous ai présentée, ce sont les implants de 3e génération. Donc, ce sont des guides de cicatrisation osseux, hein, donc ils ont des propriétés d'ostéoconduction. Et les 4e générations, c'est ce qu'on appellera des biohybrides osseux. Et nous travaillons déjà dessus. Hein, nous avons déjà opéré des souris transgéniques sur lesquelles nous avons mis des implants avec des cellules souches mésenchymateuses humaines. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a utilisé des... Qui ont régénéré l'os. Et voilà, qui ont régénéré de l'os. D'accord. Eh bien, formidable. Oui, quand même. Alors, il a bien reçu ton email, mais... Donc tu m'as dit que tu avais bien reçu l'email. Oui, oui, oui. Tu me répondras tout à l'heure. Oui, oui. J'ai une question. En fait, je viendrai avec plaisir. Bon, c'est bon, parce que... Le point pour moi, c'est qu'après l'os, c'est quoi? Parce que on a besoin quelquefois de cette cicatrisation. Est-ce que tu es en train de travailler sur d'autres applications autres que l'os? Oui, en pratique, bon, il y a l'os, il y a le cartilage qui est quand même un cousin germain. Et par ailleurs, voilà, l'intérêt aussi, c'est que avec ces nouvelles architectures et l'innocuité de ce matériau, nous pouvons réaliser aussi des dispositifs implantables qui peuvent relarguer des substances actives, très directement en rapport avec les pathologies. Hein. Donc, au cartilage, oui, c'est un énorme marché, effectivement, et ça rentre dans notre scope. Mais déjà, j'ai oublié de le dire, mais l'os, c'est le tissu le plus greffé, donc on a déjà quand même pas mal à faire. Merci beaucoup, Didier Nimal, Osseo-Matrix. Et je vous propose d'entendre maintenant la dernière présentation de cette série de pitch passionnants avec le projet ICE d'Integragen. Bernard Courcieux, qui vient nous parler là aussi de Big Data. Bonjour Bernard, ça va? Alors, on va donc découvrir, ou plutôt donner des indications sur la manière de traiter des Big Data qui viennent de notre génome, exome, transcriptome. Absolument. J'ai fait une slide que je ne prévois pas de commenter. Déjà, merci de l'invitation, merci à Florence pour l'organisation, merci à Médicène, et notamment à Karine et Alexandre qui nous ont suivis depuis bien trop longtemps. Donc moi, je suis Bernard Courcieux, je suis le directeur général d'Integragen. Integragen, c'est une société qui a 16 ans, qui a été créée en 2000, donc c'est une vieille start-up. Et ce qu'on fait, c'est qu'on est spécialisé dans la lecture, l'analyse et l'interprétation du génome. Avec une application particulièrement importante en cancérologie. Je ne suis pas le premier à parler de cancer ce soir. Dans notre activité, une activité diagnostique, une activité génomique. L'activité génomique, ça consiste à récupérer des échantillons biologiques et à séquencer le génome ou l'exome, c'est-à-dire la partie codante du génome, pour utiliser ce profil moléculaire pour essayer, notamment sur une plateforme qu'on opère à Villejuif en partenariat avec Gustave Roussy et quelques autres, dans des cadres de recherche clinique, d'intégrer des patients dans les bons essais. Et pour la petite histoire, je suis arrivé chez Integragen il y a bientôt 10 ans. À l'époque, il y avait un peu moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, 10 personnes au laboratoire et 1 personne à la bioinformatique. En 2015, à la fin 2015, on faisait un peu moins de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y avait 14 personnes au laboratoire, on est passé de 10 à 14, donc 40% de croissance. Il y avait 9 personnes à la bioinf, 800% de croissance. Pourquoi? Parce que à Villejuif, à Gustave Roussy, quand on fait le profil d'un patient, on fait 3 séquences, le génome tissu sain, enfin l'exome tissu sain, l'exome tissu moral et le transcriptome. Ces 3 séquences, ça représente entre 15 et 20 gigaoctets de données. Pour vous donner
un ordre d'idée, 15 à 20 gigaoctets de données, c'est l'équivalent d'une douzaine de Bibles. Vous téléchargez la Bible sur Internet, c'est 1,5 giga. Donc vous imaginez bien que rendre à un médecin, aussi brillant soit-il, 12 Bibles en lui disant « voilà le profil de ton patient, vas-y, cherche et trouve », c'est assez anecdotique comme point de vue. Donc on a dû développer des outils, d'abord des outils de visualisation, puis ensuite des outils qui évitent d'avoir à lire les 12 Bibles et d'aller rechercher tout un paquet d'informations, donc quelques centaines de gènes dont on sait qu'ils sont impliqués dans le cancer, des mutations spécifiques, des variations du nombre de copies, enfin tout un paquet d'informations qu'un outil va chercher, et si la mutation est effectivement là présente, elle peut avoir un intérêt. Derrière, c'est au biologiste de récupérer cette information et de dire c'est pertinent ou pas, et pour tel ou tel essai clinique, je vais pouvoir inclure ce patient dans cet essai, ou dans l'intérieur d'un essai, vers le bras X ou le bras Y, avec différents types de traitements. Bien, ça, c'est ce que fait Integragen. Mais le petit problème qu'il y a, c'est que à ce jour, 15 gigaoctets de données, déjà, c'est beaucoup, mais en face, au dernier pointage, il y avait une vingtaine de drogues avec AMM liées à des informations génétiques préalables. Sauf qu'à ce jour aussi, il y a un peu plus de 1000 essais cliniques dans la base de données clinicaltrials.gov, probablement quelques dizaines de milliers en préclinique, et donc un potentiel de combinaison de thérapies, les peptides, les anti-PDL1, les TKI, j'en passe et des meilleurs, ce qui fait que le cancérologue, aussi brillant soit-il, qu'il soit à Gustave Roussy ou dans un CH de province, est tout à fait incapable de trouver le potentiel d'optimisation pour le patient. Et donc, on est obligé d'innover. Et donc, le projet qu'on a développé, c'est un projet qui est à la fois Medicine et Cap Digital, parce que c'est à la fois de l'informatique et c'est à la fois de la donnée biologique. L'objectif de ce projet, c'est d'être capable de récupérer de la donnée de séquençage, d'en extraire les données les plus pertinentes, sortir le profil, le portrait moléculaire du patient, et puis de croiser ça avec l'ensemble des drogues, des protocoles, qui soit avec AMM, soit avec des essais cliniques. Il y a une info, à Gustave Roussy, 25% des patients sont éligibles à des essais cliniques. Donc, le développement de ces nouveaux protocoles, pas forcément de nouvelles molécules, mais de nouveaux protocoles en combinaison, c'est absolument indispensable. Et croiser ces informations, c'est 3 challenges. Un, c'est gérer du big data. Et quand on parle de 15 gigas, c'est du very big data. Et quand on multiplie ça par le plan génome 2025, c'est 50 000 séquences, enfin 50 000 patients par an, grosso modo 150 000 séquences. Là, 150 000 fois 20 gigas, on passe le téra, puis après il y a le zeta, puis après je ne connais plus les préfixes de milliards d'octets. Croiser ça avec l'ensemble des thérapies ou des combinaisons possibles, c'est totalement impossible sans l'automatisation. Et là où le projet ICE est spécifique, c'est d'être capable à la fois de gérer les données patients, ça on y arrive à peu près, mais on a encore pas mal d'optimisation à faire, mais surtout d'avoir accès à tout un paquet d'informations qui sont des informations sur les nouveaux variants impliqués dans le cancer, les nouvelles drogues, les nouvelles combinaisons, et surtout de gérer ça avec une architecture big data. Et là, le principe de l'architecture big data, c'est que ce n'est pas une architecture spécifique, c'est de récupérer des données non structurées et d'être capable de pouvoir fournir à un clinicien au CHR de Valence dans la Drôme ou à Villejuif le même type d'information en disant pour ce patient, on est capable d'identifier soit les protocoles les plus adaptés, soit les essais cliniques parce que le profil moléculaire du patient s'adapte à telle chimiothérapie, tel aspect. Et ça a évidemment 3 aspects majeurs. Le premier, c'est que ça permet de résoudre un problème de la médecine personnalisée qui est qu'est-ce qu'on fait de cet océan de données, on parle de géno-tsunami. Deuxièmement, ça a aussi pour nous un aspect très important, et je pense très important en France, qui est d'essayer de continuer à promouvoir l'égalité d'accès aux soins. Il est clair qu'aujourd'hui, avoir une tumeur compliquée qui n'est pas forcément traitée par des thérapies standards, il vaut beaucoup mieux être traité au Memorial Sloan Kettering ou à Gustave Roussy que dans des endroits reculés de Slovénie. Avec ça, on peut fournir à un oncologue où qu'il soit, la donnée génomique, elle se promène très bien, il faut respecter des aspects de réseau de données, de sécurité de données, etc. Le retour informatique se gère très bien avec login password, et donc on peut décaler la prise en charge du patient localement. À Aubenas, dans l'Ardèche, à Vic-sur-Cère, dans le Cantal,
sont les berceaux familiaux qui sont des endroits absolument fascinants que je vous invite à aller visiter, tout comme à Villejuif, et de pouvoir fournir localement à un patient, à son cancérologue et à son biologiste une assistance à la prise en charge. Et à ce jour, la vraie barrière à la médecine personnalisée, c'est pas forcément l'accès aux drogues. Il y en a des palanquets et on est en train de révolutionner le cancer. C'est pas forcément la capacité à générer des données génomiques. Elles sont désormais raisonnablement abordables, surtout quand on compare par rapport au prix des traitements. C'est d'être capable d'en sortir une information pertinente. Et croiser ces informations et être capable de fournir ça en temps et en heure, typiquement, à Gustave Roussy, notre plateforme est capable de faire le profil moléculaire d'un patient en moyenne en 14 jours. Et deuxièmement, l'outil informatique, il a vocation à faire ça en quelques minutes et d'être capable de rendre possible ces promesses. Projet qui est fait avec nos partenaires, donc Gustave Roussy et INSERM, et Sogeti High-Tech, qui développe la partie informatique Big Data. Projet qui a été labellisé Médicène, financé FUI en 2014, et une bêta-test qui va être prête incessamment sous peu. Elle devait être prête en septembre. Je ne fouette pas assez les informaticiens d'Integragen et de Sogeti, mais c'est incessamment sous peu et on communiquera en temps et en heure. Merci beaucoup Bernard Franquier pour cette présentation. Là aussi extrêmement prometteuse, ce fameux Géno-Tsunami, on aura tous retenu le nom. Est-ce que vous avez une question pour Bernard sur cette analyse des données, cette avalanche de données analysées? Moi j'avais juste une petite remarque, vous avez quelques concurrents un petit peu massifs, je pense notamment à IBM avec Watson. Quelle est aujourd'hui la plus-value de ICE par rapport à des géants comme ça? C'est une très bonne question. Il y a IBM Watson, il y a Qiagen Ingenuity, il y a SAP, il y a Accenture, il y a un paquet de gens qui développent des trucs. À ce jour, notre positionnement, il est différent à deux aspects. Le premier, c'est que beaucoup de ces outils ont vocation à être une boîte noire et à rendre le résultat. Foundation Medicine, une petite société de Boston qui a récupéré 200 millions de Google Ventures et 1 milliard de Roche. Je suis un peu jaloux. On l'a senti dans le ton. Quand un clinicien envoie, il reçoit un merveilleux rapport PDF, faut faire ça. C'est une boîte noire, on ne peut rien y faire. Alors, c'est sans doute très bien, mais c'est une boîte noire. Mais on a compris que non, quand même. Notre positionnement à nous, c'est de dire, on rend à la fois la donnée brute, et si le biologiste il veut les lire en entier, le gène PIK3CA, il peut. Deuxièmement, on lui donne aussi l'ensemble des variants qu'on ressort, mais derrière, il va aussi avoir son expertise qui est de dire le variant Schmurtz dans le cancer Y, il n'est pas pertinent. Il est là tout le temps, ou il ne l'est pas, ou c'est un bruit, ou c'est un faux positif, un faux négatif, ça ne m'intéresse pas. Donc, on rend la main au biologiste. Et pour nous, c'est extrêmement important d'avoir cet aspect de dire le logiciel ICE d'Integragen, Sogeti, Gustave Roussy et INSERM et APHP n'est pas une boîte noire, c'est je rends la main au biologiste. Et puis, deuxième point, il est utilisé par l'AP, par l'INSERM, par Gustave Roussy, et ça, en termes de rubber stamp, on ne le sait pas souvent et on n'en parle pas assez, Gustave Roussy, c'est le plus important centre de traitement du cancer en Europe. Il y a une puissance de feu et une valeur de l'outil développé, alors Integragen et Sogeti High-Tech très bien, Gustave Roussy, APHP, INSERM, ça a une valeur médicale et scientifique très significative. Ouais, tout à fait. Donc à la fois IBM, c'est une très très belle boîte, mais ça s'appelle International Business Machines. Et Watson est un très bel outil. Je ne suis pas certain que leur crédibilité médicale soit supérieure à celle de Gustave Roussy. Voilà. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Donc je traduis, le Watson c'est mal. Voilà. Non, c'est très bien. Non, mais je sais bien. Je caricature. Donc il y a des choses que fait très bien Watson. Merci beaucoup Bernard pour cette illustration. Merci infiniment. Et merci à tous qui se sont succédés pour nous présenter ces projets fascinants pour tous. Et je vous propose de faire une sorte de synthèse, à la fois des projets qu'on vient d'entendre, de faire la passerelle, la liaison avec ce qu'on a dit aussi ce matin, avant les conclusions de Christian Lajoux. Je vous propose de retrouver Béatrice Faliz-Mira, donc déléguée générale de Médicène, pour quelques éléments de synthèse. Alors, je ne sais pas si je vais faire une synthèse. Moi, je voulais d'abord remercier tous les participants, parce qu'effectivement, on a pu, à travers tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, et particulièrement cet après-midi,
voir la richesse en fait des membres de Médicène, la richesse des projets qu'on mène, leur grande variété. Parce que si j'étais frappée, à chaque fois d'ailleurs, je suis à nouveau frappée par la variété des thèmes qui sont embrasés par le pôle. Donc ce que je voulais dire, d'abord, je crois que c'est qu'on a illustré cet après-midi ce qu'on a dit ce matin sur la diversité des profils, sur le mixage des métiers, sur l'importance en fait pour que ces projets émergent, d'avoir autour de la table les cliniciens, les académiques, les grandes boîtes et les PME et start-up. Et je crois qu'il n'y a pas un projet qui ne rentrait pas dans cette démarche. Et bon, alors là, je vais reprendre notre rôle. Médicène, je pense, c'est le seul lieu en Île-de-France où tous ces gens se retrouvent autour de la même table pour pouvoir construire et concevoir ces projets. Et c'est la richesse de Médicène, c'est ses membres. En fait, clairement, nous, on est un facilitateur, on est un catalyseur, mais cette richesse, en fait, vient de tous les membres, comme vous avez pu le voir à travers les projets qu'on a menés. Et donc, je voulais vraiment refaire une synthèse. Je ne vais pas redire que c'est important l'international, que c'est important les profils. Je crois qu'on l'a prouvé. Mais je voulais vraiment souligner cet aspect. C'est notre richesse, c'est notre savoir-faire. Et c'est ce qu'on a un peu démontré à travers, et quelles que soient les thématiques, on a retrouvé la molécule, le medtech, le biotech, le numérique, et très souvent mélangé, tissé pour arriver à construire ces projets. Peut-être un petit point, alors s'il fait une mini-synthèse, ce qu'on a vu de plus en plus marqué, c'était inscrit dans notre contrat performance, c'est la médecine des P. Alors les P, il y en a plein, la personnalisée, prédictive, préventive, participative, mais on a bien vu au fur et à mesure qu'on avançait, que les projets s'ajoutaient les uns aux autres, se concentrer de plus en plus cette médecine, alors qu'on appelle médecine de demain, même si elle est déjà pas mal présente aujourd'hui. En fait, cette médecine qui va être de plus en plus personnalisée ou du moins de précision, c'est-à-dire cibler des populations ou des personnes, avec un axe de plus en plus préventif, que la prévention soit primaire ou secondaire. On l'a vu sur le dépistage, on l'a vu sur les biomarqueurs qu'on peut utiliser. Participative, on a eu quelques projets qui embarquent le patient comme un des acteurs aussi de cette prise en charge. Donc on est vraiment dans toute la médecine des multi-P, inscrit profondément dans nos projets, dans cette démarche, et on est vraiment, c'était la volonté de vous emmener dans la médecine de demain, la médecine du futur. Bon, moi j'ai tendance à dire que c'est une médecine un petit peu d'aujourd'hui et beaucoup de demain, mais on y est vraiment, et je crois qu'on en a fait un peu la preuve à travers tous ces projets. Vous avez pu voir aussi qu'il y a des projets qui sont aboutis avec des produits sur le marché, des projets qui démarraient et des projets qui sont au milieu du gué. Donc ça traduit aussi toute l'activité de Médicène où on accompagne ces projets, on les fait émerger, on les accompagne, on les aide à aller jusqu'au bout. Et vous avez vraiment vu aussi cette diversité entre des phases 1, des phases 2, des produits, des logiciels qui vont vite et qui sont sur le marché. Donc voilà, c'est vraiment toute la palette et notre démarche. Et donc encore merci à tous, parce que vous voyez bien que c'est cette richesse qui fait la richesse des projets, qui fait la richesse des produits sur le marché et la force de ce qu'on construit ensemble. Voilà, donc c'était juste, je ne suis pas jusqu'à la synthèse, mais ce petit point. Et donc, je vais dire de transmettre Merci beaucoup, parole à Christian. Béatrice. Quelques mots de conclusion également avec Christian Lajoux, avant de se retrouver dans l'atrium pour le cocktail final. Voilà. Bon, merci à tous. Sur le programme, c'était la parole est au ministre. Alors, ne vous inquiétez pas, je le ferai sur le mode si j'étais ministre. C'est une autre façon, c'est une autre façon d'aborder le sujet, si j'étais ministre. Mais avant de rentrer dans ce sujet, je ne vais pas paraphraser ce que vient de dire Béatrice, mais d'abord je vais faire un grand merci. D'abord un grand merci à Florence Percy-Dussert qui nous a accompagnés pendant tout le montage de ces 10 ans de Médicène, et elle a été extrêmement précieuse dans la précision et la ponctualité du travail qu'elle a conduit. Oui, je pense qu'on peut l'applaudir. Un grand merci aux équipes de Médicène, parce que tout ce que nous avons vu cet après-midi, ce sont les chargés de projet de Médicène qui l'ont construit avec Béatrice. Et je pense que la palette, le panel de projets, plus que de projets, puisque certains effectivement sont arrivés au marché, illustre parfaitement le quotidien de Médicène, ce qui se passe tous les jours
au 5-10 Impasse Rail et dans les entreprises, et la proximité qui existe entre les équipes de médecins. On peut les applaudir, oui, ils le méritent. Oui. Voilà. Alors, si j'étais ministre, si j'étais ministre, je dirais que je suis très impressionné par tout ce que j'ai vu aujourd'hui et par la dynamique qui continue à s'amplifier autour de Médicène, dans un contexte, et je ne veux pas faire long, rassurez-vous, parce que justement, dans un contexte où la compétition internationale est forte, où les mutations concernant les entreprises de santé, la santé, on parle souvent dans notre pays de la santé. Vous verrez, il y a une dépêche qui dit qu'on voudrait que le ministère de la Santé s'intéresse à nous. Vous la verrez ce soir, vous la verrez demain. Mais je pense que la santé, ce n'est pas uniquement l'économie de la santé qui attire souvent beaucoup d'attention. Et c'est un sujet extrêmement préoccupant pour les entreprises, l'accès au marché, le prix du produit que l'on met à disposition. Mais la santé, c'est aussi un lieu de génération, de collaboration. Et si j'étais ministre, je nous accompagnerais dans le moteur. Je mettrais les mains dans le cambouis. Alors, il n'y a pas beaucoup de cambouis maintenant. On est plutôt quand même avec des appareils, des appareils très sophistiqués, et l'électronique fait beaucoup. Mais je pense qu'il y a une richesse extraordinaire dans notre région, que cette richesse extraordinaire, elle ne trouve pas toujours parce qu'il y a cette richesse extraordinaire au sein de Médicène, mais elle est dans tout l'écosystème. Et si Médicène pouvait faire venir un certain nombre d'autres acteurs de l'écosystème, c'est bien sûr avec plaisir qu'on va les accueillir. Et comme on vous le disait tout à l'heure, c'est un des axes dans lequel on s'inscrit. Mais cette richesse, elle ne trouve pas toujours l'accompagnement, comment dirais-je, en termes stratégiques dont nous aurions besoin. Je ne vais pas revenir sur les propos qui ont été donnés. L'équipe Intragène a proposé à des investisseurs, tel autre a regardé telle grande entreprise. Je pense que nous avons une difficulté aujourd'hui qui reste, même si les choses changent, qui reste la même, c'est marier nos talents. Marier nos talents, marier les talents de la recherche, marier les talents des financeurs, parce qu'il faut le dire, et on a besoin d'eux, ils ont aussi du talent. Je pense là aux financeurs privés. Marier les talents des collectivités territoriales, et parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de ressources. La présidente de région n'est pas venue, mais elle attire régulièrement, chaque fois que je la rencontre, l'attention sur le fait que nous ne savons pas utiliser l'ensemble des investissements européens que l'on pourrait utiliser. Donc, de quoi manquons-nous actuellement? J'ai envie de dire de prise de conscience de la réalité de ce que nous sommes, de volonté de nous accompagner les mains dans le moteur, parce qu'il y a la volonté de nous accompagner intellectuellement. C'est-à-dire, je pense que les élus, les responsables locaux, les ministres disent oui, c'est bien ce que vous faites. Vous avez entendu Pascal Faure, il représente le ministère de l'économie, et il salue le travail des pôles, celui de Médicène en particulier, mais le travail des pôles. Et je pense qu'on a besoin d'un peu plus d'attention et d'un peu plus de considération. Ce n'est pas nécessairement besoin d'un peu plus d'argent, parce que plusieurs l'ont dit aujourd'hui. L'argent, on sait où il est. On sait qu'il n'est pas facile d'accès. Les fonds européens, par exemple, c'est compliqué, c'est extrêmement sophistiqué, et on est aidé par nos collectivités, par la directe, par tout le monde pour y aller. Mais on a besoin d'être considéré dans notre